Et enfin, place au dernier webinaire de cet après-midi orchestré par les éditions Le Duc. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant au cœur de cet après-midi, au cœur de cette parenthèse bien-être. Et comme chacun des webinaires qui nous ont précédés, évidemment, vous êtes co-acteurs à part entière de cette conférence et vous pouvez intervenir, réagir, partager vos commentaires, poser vos questions au fil de l'échange de manière écrite à droite de votre écran. Et c'est lors des éditions Le Duc qui se fera le relais de vos réflexions. Gros plan désormais sur un livre qui fera lui aussi l'actualité de cette rentrée de septembre, Dr Flo, Docteur 2.0, récit d'un jeune médecin généraliste du 21e siècle, un livre témoignage, celui d'un médecin généraliste qui revient sur son parcours, de sa vocation à son installation. Son auteur sera à nos côtés dans quelques instants, mais pour l'heure, place à ceux qui nous font le plaisir de leur présence et qui sont surtout à l'initiative de cet après-midi. Karine Bailly de Robien et Pierre-Benoît de Véron. Bienvenue à vous deux au cœur de ce 4e webinaire. Merci Charlotte et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Merci Charlotte, bonjour à tout le monde. Alors, pour clôturer cet après-midi d'échange, on va revenir sur le choix de ce format avec vous, Karine, parce que c'est une première, c'est inédit pour cette édition 2020 et c'est aussi l'occasion pour vos équipes de rebattre les cartes et de faire cette année autrement, différemment, au regard des circonstances, actualité oblige. Absolument. Généralement, en juin, on rassemble nos partenaires professionnels, les libraires, les journalistes, pour leur présenter notre rentrée de septembre. Cette année, Covid oblige, on ne peut pas se retrouver, se faire la bise et échanger un café, boire un café ensemble. En même temps, c'est l'occasion pour nous de tester, d'expérimenter. On aime bien faire ça aussi chez Le Duc et puis surtout d'ouvrir ces conférences à un plus large public avec ces webinaires. Et puis, Charlotte, on a naturellement pensé à toi pour l'animer puisque tu es auteur chez Le Duc d'un très très bon livre qu'on adore qui s'appelle L'année du déclic et que tu nous suis depuis longtemps. À toi Pierre-Benoît. Merci Karine. Et donc effectivement, après quelques semaines si particulières que nous venons de vivre, nous avons plus que jamais à cœur l'envie, le désir ardent de vous proposer, comme le veut notre devise, des livres pour mieux vivre, des livres qui contribuent au monde de demain. Vous allez donc bientôt, juste après, pouvoir découvrir Dr Flo, auteur de Dr Flo, Docteur 2.0, et ses messages ô combien actuels et ses conseils précieux. Un peu plus tôt dans l'après-midi, vous avez certainement dû rêver de partir seul pour prendre du temps pour soi et se retrouver grâce à Alice Chéron et son livre L'appel de la fugue. Vous avez peut-être également pu écouter Mathieu Brégégère parler de son expérience avec les adolescents, expérience que vous pourrez retrouver dans son livre « Et si la méditation était la solution ?» Et enfin, vous prévoyez certainement, juste après cette conférence, de courir au supermarché de votre quartier et y acheter du gros sel grâce au conseil de Lila Riori et son ouvrage « Protection et purification énergétique ». Pour tous ces auteurs et toutes ces autrices, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez toujours le faire et ainsi y participer et ou écouter ces échanges en différé. Alors, ces 4 ouvrages paraîtront en septembre et si vous souhaitez de plus amples informations d'ici là, ou si vous souhaitez découvrir le programme complet des titres à paraître, eh bien vous pouvez contacter l'équipe directement par mail ou via les réseaux sociaux. Voilà, un beau programme en perspective. Et aujourd'hui, ce n'est qu'un avant-goût parce qu'évidemment, l'intérêt, c'est de découvrir le cœur de ces ouvrages. Voilà, beaucoup d'auteurs qui ont mis du cœur à l'ouvrage et c'est le cas notamment du Dr Flo qu'on retrouvera dans quelques instants. Mais on va revenir quand même sur la raison d'être des éditions Le Duc. Pierre-Benoît, avec vous, parce que finalement, les éditions de Le Duc, ce sont aussi des valeurs. Et oui, il y a même 4 de valeurs. La première, c'est créer pour inspirer. En fait, ça signifie communiquer notre passion dans nos ouvrages pour le partager aux lecteurs et aux lectrices. La deuxième valeur, c'est faire corps. L'entreprise, en fait, c'est avant tout une communauté humaine. Et donc, cela demande de travailler en équipe, en ayant des échanges bienveillants, respectueux, sans jugement, en acceptant les points de vue différents. Il reste encore 2 autres valeurs, mais je vais laisser le soin à Karine de les présenter. Merci Pierre-Benoît. Notre troisième valeur, c'est voir grand.
Pour nous, l'ambition, c'est pas un gros mot, bien au contraire. Stéphane Leduc, qui a fondé les éditions Leduc, avait l'habitude de dire que sky is the limit. Et pour nous, rien n'est trop beau pour faire connaître les livres de nos auteurs. Et notre quatrième valeur, on est en train de l'incarner là, juste maintenant, c'est rester en mouvement. On considère que chaque jour qui passe, c'est un jour où on doit apprendre quelque chose de nouveau. On doit toujours être en devenir et devenir chaque jour un peu plus soi-même en mieux. Et donc, ces 4 valeurs nous réussissent plutôt bien puisqu'on fait partie des 3 plus grands éditeurs sur le segment santé vie de famille. Donc, segment dont fait partie le livre qu'on va vous présenter aujourd'hui. À toi, Pierre-Benoît. Oui, donc nous allons laisser maintenant la parole à Charlotte et à Dr Flo pour vous présenter le livre Dr Flo, Docteur 2.0. Et comme l'a précisé Charlotte dans son introduction, il s'agit d'un témoignage touchant sur la vocation et le métier de Dr Flo, mais c'est également un ouvrage qui montre la réalité de la médecine moderne. Merci à vous deux pour votre présence et vos ambitions respectives. Il me reste désormais à vous souhaiter une très belle rentrée de septembre aux côtés de vos équipes, puis aussi de vos auteurs. Et puisqu'on parle d'auteurs, place désormais à notre prochaine rencontre. Docteur Flo, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour à tous, merci de me recevoir. Alors, à vos côtés, nous allons découvrir les coulisses de votre trajectoire et au-delà d'une profession aimée, respectée, essentielle à nos vies, même si en général, on espère la consulter le moins souvent possible. Ce que je vous propose pour commencer, on va déjà resituer et expliquer le choix du titre de votre livre. Parce que Flo n'est pas votre nom de famille, mais c'est votre diminutif, puisque Florent, c'est votre prénom. Alors, expliquez-nous pourquoi le choix de ce titre, votre diminutif, allié au monde du 2.0, à l'univers du web social. Pourquoi ce choix de titre ? Alors, ce choix de titre, il a finalement apparu logique dans le fait de raconter mon récit, parce que le fait d'écrire mon histoire est né en fait d'une première aventure qui est éminemment numérique, puisque c'est mon aventure sur Instagram. En fait, je me suis lancé, 2 ans dans une aventure de vulgarisation médicale sur Instagram. Et donc, le le pseudonyme que j'ai choisi, c'est le pseudonyme de Dr Flo, parce qu'il fallait un pseudonyme pour les réseaux sociaux qui soit un peu sympathique, un peu fun, si je puis dire. Et du coup, ça m'a paru logique de garder tout simplement ce nom pour rédiger ce livre. Et puis, le Docteur 2.0, on va y revenir sur toute cette aventure numérique qui m'a amené justement à écrire. Mais du coup, ça prend tout son sens quand on connaît tout le contexte. Parce qu'à l'origine, vous ne connaissez rien aux réseaux sociaux, vous n'étiez pas du tout un adepte d'Instagram. Qu'est-ce qui vous a incité à vous engager dans cette voie-là, dans cette voie du web ? Quelle était votre motivation ? Alors, effectivement, à la base, j'étais un peu réticent et même contre, pour tout dire, les réseaux sociaux, dans le côté intrusion de la vie privée et mise en valeur de la vie privée au public. En fait, ce qui m'a poussé à aller voir ce média-là, par curiosité, c'est l'envie en fait d'expliquer simplement la médecine courante aux gens. C'est-à-dire qu'à la base, moi j'adorais expliquer à mes patients en consultation pourquoi je les traitais de la manière dont je les traitais, pourquoi ils souffraient de la manière dont ils souffraient, dans la mesure de ce que je suis capable d'expliquer, mais au maximum avec des mots qui soient compréhensibles par quelqu'un qui n'a pas fait 10 ans d'études de médecine. Et en fait, il m'est arrivé d'avoir des frustrations de voir des gens en face qui n'étaient pas du tout intéressés par ce discours et qui n'avaient pas besoin de savoir les tenants et aboutissants de chaque chose. Et donc, j'ai voulu réfléchir à une façon de satisfaire un petit peu mon besoin de renseigner les gens, d'informer les gens et d'apprendre ce côté un peu pédagogique que j'aime bien. Et c'est ma compagne qui m'a gentiment soufflé l'idée d'utiliser Instagram pour ce biais-là, parce qu'elle m'a dit, en fait, sur Instagram, ça n'existe pas, c'est un média qui est assez en vogue, et il y a encore peu de monde qui le fait. Quand je me suis lancé, c'était pas encore hyper répandu sur le réseau. Et du coup, je me suis dit, allez, on se lance dans l'aventure, on verra où ça nous mène. Et ça marche, puisque la première année, vous aviez, je crois, 1000 abonnés. Aujourd'hui, vous en êtes à 53 000, 52 000 ?
Ouais, 53 000, c'est ça, ouais, c'est incroyable. Mais bon. Donc, autant dire qu'on est suivi cet après-midi, hein. On est derrière l'écran. Alors, Non, on ça va dit tout le monde, du dire, coup. docteur Foy, votre parcours, parce que c'est un très beau parcours. C'est le parcours d'une vocation ou le courage de vouloir vraiment et longtemps les choses, puisque c'est enfant que vous avez décidé de devenir médecin généraliste, une trajectoire qui pour vous a été, mais alors très tôt, comme une évidence. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui a conditionné finalement le reste de votre trajectoire? Alors, c'est une chose assez banale et je ne sais pas si je saurais expliquer un jour pourquoi est-ce que j'ai eu ce déclic ce jour-là. Mais c'est suite à une consultation dont j'ai bénéficié étant enfant. Donc, j'étais le patient, j'étais un peu malade. J'ai mon médecin de famille que je connaissais qui s'est déplacé à domicile en fait pour venir me soigner, pour venir rassurer ma mère sur ma maladie. Et je sais pas, il s'est passé quelque chose dans ma tête. J'ai vu arriver notre médecin dans sa voiture, se garer chez nous, venir me soigner, venir rassurer ma mère. Et il y a eu comme un déclic dans ma tête. Je me suis dit, son boulot, il a l'air merveilleux parce qu'il est dans sa voiture, il va chez les gens, il fait du bien aux gens, il soigne les gens et il rassure les gens. Et je sais pas, dans ma tête de petit garçon de 11 ans, ça a été un déclic, mais que je peux pas expliquer, mais par contre qui m'a jamais quitté en fait. Ça a été une étincelle qui m'a jamais quitté. Voilà, et c'est ce médecin qui vous a permis, quand vous étiez enfant, finalement, de pouvoir partir en vacances en Tout donnant à la fait, main à votre maman. Donc, c'est tout à resté. fait. Et alors, un choix engagé, puis aussi qui a été finalement ancré et encouragé par votre famille. Ils ont Oui, contribué à conforter votre trajectoire. oui, c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à dire à cet âge-là que je voulais être, alors je disais je veux être médecin généraliste de campagne, c'est vraiment né comme ça dans ma tête, pour si je voulais me déplacer avec ma voiture, aller chez les gens, il fallait que je sois à la campagne. Et quand j'ai commencé à dire ça, c'est vrai que j'ai tout de suite eu tout mon entourage, ma sœur notamment, qui était hyper enthousiaste en me disant mais je te verrais trop faire ce métier, c'est vrai que c'est quelque chose qui est fait pour toi. Et du coup, j'ai été largement encouragé étant enfant et puis largement soutenu par la suite. Ce qui aide pas mal quand même quand on veut réaliser quelque chose, ça c'est évident. Alors, quand on parle évidemment des médecins, c'est un passage obligé. Il faut parler de la première année de médecine, la sacrée, celle dont on se souvient à vie tant elle est travaillée et convoitée. À 17 ans, direction la faculté de médecine, l'inscription pour tenter votre chance parmi 3000 étudiants, c'est bien ça, docteur Oui, Flo? 3000, ouais, 3000, 3300, je crois qu'on était à l'époque où je me suis inscrit moi pour 320, 330 places, si ma mémoire est bonne. Donc une sacrée sélection. Et effectivement, moi ayant un an d'avance à l'école, après avoir sauté une classe, je suis arrivé tout jeune à Marseille avec ma mère pour découvrir cet univers de la première année de médecine, trouver un appartement, s'inscrire à la fac, toutes ces choses, toutes ces étapes qui paraissent obligatoires et évidentes, mais qui vraiment sont marquantes, mais de façon très importante. Et vu la difficulté dont on va, je pense, reparler ensuite de cette première année, c'est sûr que c'est une année qu'on n'oublie pas en règle générale. Alors justement, docteur Flo, on y va. Quel souvenir vous gardez de cette première année de médecine qui est si investie, si sélective? Vous dites dans votre ouvrage, vous évoquez une souffrance continue et durable, parce que finalement, tout se joue la première année, ça passe ou ça casse. C'est l'idée? C'est l'idée. Et alors, cette première année, elle est très difficile. Elle nécessite un engagement qui est absolument total, qui est un engagement de tous les jours, sur une période, alors moi, c'était de 8 mois à l'époque, puisque c'était 2 fois 4 mois enchaînés, avec à peine 4 jours de repos entre chaque quadrimestre. C'est comme ça que ça s'appelait. Et en fait, en débarquant, on ne sait pas trop dans quoi on met les pieds parce qu'on n'a jamais travaillé de cette façon. C'est des nouvelles choses qu'on découvre, c'est des nouvelles façons d'apprendre qu'on découvre. On se rend compte que ce qu'on nous demande n'est pas de comprendre les choses et d'essayer de trouver une logique. Ce qu'on nous demande, c'est vraiment d'apprendre des lignes et des lignes et des lignes et des lignes de cours à la virgule près quasiment, vu la façon dont étaient sélectionnés les étudiants. Et du coup, il a fallu tout repenser, tout revoir, et surtout avec une quantité de travail qui peut paraître comme ça absolument gigantesque, puisque dès les débuts, j'ai eu la chance d'être accompagné par certains profs dans une école privée qui nous ont dit clairement, en tant que primant, c'est-à-dire les personnes qui font la première année pour la première fois, il vous faut travailler au minimum 8 heures par jour, tous les jours, pendant 8 mois. 8 heures par jour en plus des cours.
En plus des cours, oui. Et puis en plus de manger, dormir, etc. Donc c'est quand même quelque chose effectivement qui, voilà. Donc après il y a un rythme à prendre. C'est une année qui est très très longue. On se rend compte rapidement que c'est plus un marathon qu'une course de vitesse plutôt. Et du coup, généralement, ça laisse quelques traces. C'est une année de sacrifice. Vous parlez même d'une année de sacerdoce jusqu'à en pleurer parfois. Comment on continue à trouver la motivation dans ces moments d'épuisement, de grande fatigue, pour justement garder le cap de sa vocation? Oui, alors c'est vraiment pas évident. Il faut que la motivation de base, elle soit très forte. Il faut que la motivation de base soit très forte. Il faut une certaine dose de confiance, mine de rien. Alors quand on a 17 ans, quand on n'est pas, quand on est qu'un fin d'adolescent, pas encore très très mature, c'est pas toujours évident. Moi, c'est cette vocation dont on a parlé tout à l'heure, c'est cette étincelle qui m'a jamais quitté, qui m'a toujours aidé à tenir. Et qui m'a aidé à me répéter chaque jour, tu sais pas où tu en es, tu sais pas dans quoi tu as mis les pieds, mais tu vas y arriver, tu dois y arriver, il faut que tu y arrives. Et je me rappelle très bien me répéter ça tous les jours, en fait, tu vas y arriver, tu dois y arriver, il faut que tu y arrives, parce que pour moi, je ne me voyais rien faire d'autre. Donc de toute façon, cette année ne me correspondait pas du tout en termes de méthodologie de travail, et c'est pour ça que ça a été une grande souffrance pour moi. Mais il n'y avait pas le choix, il fallait que j'y arrive, donc de toute façon, je devais y arriver. Alors, vous y êtes arrivé, sauf qu'avec le recul de votre expérience, vous l'évoquez dans votre livre, vous trouvez quand même ce concours assez contestable. En tout cas, la méthode du concours contestable. Pourquoi, en quoi l'est-elle aujourd'hui à vos yeux? Alors, moi, ce qui m'a frappé avec du recul dans ce concours, c'est que, et ça se poursuit malheureusement un peu trop pendant les études, c'est qu'en fait, comme c'est un concours, on est basé sur une sélection. Donc, bon, il faut bien sélectionner les gens parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Mais ça implique qu'on demande aux personnes d'être meilleures que leurs voisins. On demande aux personnes d'être meilleures que leurs voisins, coûte que coûte, en fait. Et on nous ancre bien dans la tête que le principal, c'est pas d'être bon, c'est d'être meilleur que son voisin. Et donc, à la limite, j'ai pu observer certaines dérives de personnes qui étaient prêtes à tout pour être absolument meilleures que le voisin. Et en fait, on forme des futurs praticiens dont la base, le socle de leur vie, de leur métier, doit être l'empathie, l'entraide, l'humain. Et en fait, on est formé sur une base qui est que, avant de pouvoir être humain envers les autres, il faut avoir écrasé tous ses camarades pour pouvoir finalement y arriver. Et une fois qu'on y est arrivé, on grandit, parce que finalement on est jeune, à 18 ans, on grandit avec dans la tête l'image qu'on est ceux qui ont réussi à être meilleurs que tous les autres. Et je trouve que ça peut amener un petit manque, voire un grand manque d'humilité dans un métier qui devrait n'être qu'humilité en fin de compte, parce que le médecin, une de ses premières qualités doit être quand même l'humilité de savoir qu'il ne sait pas tout et qu'il ne saura probablement jamais tout. Alors, un travail de titan qui, d'ailleurs, pas forcément toujours récompensé à la hauteur des efforts. Vous y êtes confronté la première année, vous êtes 530e sur 3000, moyenne 14,2 sur 20, ce qui est déjà très honorable, mais évidemment pas suffisant. Pas suffisant. Mais vous êtes pris la deuxième année, 16,2 sur 20, classement 144e. Alors, on oublie souvent ce qui a été dit, ce qui a été fait, mais on oublie rarement un moment qui nous a procuré de l'émotion. Qu'est-ce que vous ressentez le jour où vous réussissez? C'est une joie intense et qui est indescriptible, vraiment, parce que déjà l'année et déjà les efforts fournis sont assez intenses, et en plus moi j'ai dû les répéter, bon, comme beaucoup, on est beaucoup à le faire en 2 ans, mais du coup ça vient clôturer 2 années d'investissement et de souffrance quotidien. Et ça vient les clôturer de façon positive en disant, bon, ben, déjà, non seulement tu n'as pas fait tout ça pour rien, tu as réussi ce que tu voulais, et en plus, tu vas commencer, la vie commence en fait. J'ai eu un mélange de, ça y est, j'y suis arrivé, donc bon, il y a les larmes qui ont coulé, bien entendu, enfin voilà, un espèce d'énorme soulagement de tu as réussi, et en même temps, une immense excitation de, maintenant, ça va commencer. Maintenant, tu vas commencer à découvrir tout ça et à savoir si ce que tu veux faire depuis tout petit, si vraiment c'est vraiment ça qui va t'épanouir. C'est une émotion rare. C'est une émotion très rare.
Alors après la théorie, place au stage. Vous évoquez cette première fois, ce premier contact avec l'hôpital en tant que soignant. Ça doit être, on imagine quand même très impressionnant, parce que là, on n'est plus dans les livres, on est dans la réalité, dans le vécu. Qu'est-ce que vous retenez de cette première fois à l'hôpital, ce qui vous a ému, ce qui vous a interpellé, peut-être même choqué aussi? Alors, ce qui est génial quand on débarque à l'hôpital après avoir du coup réussi le concours de médecine, c'est que pour le coup, on se prend un grand retour sur Terre. Parce que si on avait envie de s'enflammer en se disant je viens de réussir médecine, je suis vraiment très bon, on nous lâche dans un service hospitalier et on se rend compte qu'on ne sait rien du tout. Mais alors, rien. C'est-à-dire que rien que se laver les mains est une découverte. Donc c'est ça qui est excellent, c'est que finalement, on débarque, on est tout petit, on ne sait rien, tout est découverte, tout est apprentissage, comme si vraiment, c'est vraiment une naissance en fait. C'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que on apprend à ramper quand on débarque la première fois à l'hôpital, parce qu'il y a tout un ensemble de codes, tout un ensemble de mots, de vocabulaire qu'on n'a pas, parce que dans les livres, on n'apprend pas le terrain. Et du coup, ben, tout est apprentissage. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs des stages, hein. Vous en faites beaucoup au fil des études de médecine. Et il y en a un qui est particulièrement apprécié, mais aussi, allez, on va dire que c'est le plus apprécié, mais aussi le plus redouté, c'est le stage. On sent que c'est le 4e webinaire, le stage aux urgences. Pourquoi? Alors, moi, je ne sais pas si c'est le plus apprécié de tous, parce que c'est un stage qui est assez à part. Moi, c'est vrai que c'est un de ceux qui m'a le plus marqué. Quand on est étudiant en médecine, le stage aux urgences, c'est un des premiers stages où on nous confie vraiment des tâches et des responsabilités. On est très bien encadré, bien entendu, mais c'est vraiment un des premiers stages où on a une place. C'est-à-dire que les urgences, c'est tellement l'imprévu, c'est tellement l'activité, c'est tellement l'effervescence que de toute façon, toute aide est la bienvenue. Et un externe, donc un étudiant en médecine, qui soit en 3e, en 4e, en 5e année, a une utilité qui lui est propre aux urgences. Il a des tâches qui lui sont admises. Et du coup, là, on découvre vraiment le grand bain. On découvre les gardes en hôpital aux urgences qui durent 24 heures pour les soignants et pour tous les soignants aux urgences. Enfin, pour une grande partie des médecins aux urgences, les gardes qui durent 24 heures. Donc, 24 heures de travail continu, entrecoupées par quelques trop rares pauses par-ci, par-là. Donc, c'est un nouveau rythme et c'est surtout des nouvelles responsabilités. Et c'est quelque chose qui est vraiment... Il y a des anecdotes à raconter des passages aux urgences qui sont... C'est infini. Et d'ailleurs, elles sont dans votre livre, puisque vous dites que c'est un des stages les plus formateurs pour les étudiants, beaucoup d'anecdotes, de souvenirs. On peut peut-être d'ailleurs évoquer quand même que vous apprenez sur le tas à faire des points de suture, mais pas sur des humains, sur des pieds de porc. Alors là, il faut nous expliquer quand même, docteur Flo. Alors ça, c'était génial, mais c'était aussi une grande découverte. C'est-à-dire que le premier jour de ce stage aux urgences, tous les nouveaux étudiants qui faisaient le stage en même temps que moi ont été accueillis dans une grande salle par les médecins urgentistes qui étaient chargés de nous accueillir. Donc, ils nous présentent le service, ils nous présentent le stage, ils nous expliquent comment ça va se passer. Et ils finissent par nous dire, je suis passé à la boucherie, je vous ai acheté des pieds de porc, on va s'entraîner à faire des points. Alors bon, les médecins et les urgentistes ont généralement un humour assez prononcé. Je me suis dit, bon, il se moque de nous. Mais non, il a vraiment sorti un gros sac en fait de pieds de porc. Et en fait, il nous a expliqué que la peau du pied de porc était une des peaux qui était la plus proche de la peau humaine et que du coup, c'était la plus pratique pour s'entraîner à faire des points, pour que le premier point qu'on ait fait dans notre vie ne soit pas sur une vraie personne, mais sur, du coup, un pied de porc. Alors, c'est assez particulier. On était tous là en travaux pratiques dans notre salle, en train de faire nos petits points sur le pied de porc, mais bon, ça s'est bien passé. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois de vos points de suture, justement? C'était dans quelles circonstances? Sur un humain? Parce que c'est vrai que quand on lit votre livre, quand on est de l'autre côté potentiellement et un potentiel patient, c'est quand même inquiétant d'arriver aux urgences parce qu'on se dit qu'on est aussi confronté à l'inexpérience des étudiants qui viennent juste avant vous d'apprendre les points de suture sur des pieds de porc et que c'est sur vous qui va maintenant faire les points de suture. Alors, croyez-moi, quand on est soignant, c'est encore plus inquiétant quand on les fait pour la première fois. C'est un peu cobaye.
quand même Ah, inquiétant. Non, c'est pas inquiétant parce qu'on est toujours encadré, on est toujours entouré. C'est vrai que moi, alors mes premiers points de suture, je les ai, sur un humain, sur un patient, je les ai un petit peu repoussés par justement cette angoisse et ce stress de vouloir les repousser jusqu'au plus tard possible, jusqu'au moment où j'ai un de mes chefs qui m'a dit, on a un jeune homme qui est semi-conscient, qui avait beaucoup bu, qui a une plaie à l'intérieur de la bouche. Et donc il m'a dit, c'est toi qui vas faire les points, tu vas voir, ne t'inquiète pas, c'est à l'intérieur de la bouche, c'est comme si c'était sur la peau. Et là, je l'ai regardé avec mon air de jeune premier de la classe en lui disant, j'ai jamais fait de points sur la peau. Il m'a dit, bah tu verras, c'est pareil. Allez, vas-y, débrouille-toi. Donc c'était assez, voilà. Paradoxalement, ça m'a un peu rassuré alors même si c'était pas, voilà, mais que le patient soit endormi finalement quand je lui fasse ses points, parce que je me suis dit au moins je vais avoir le temps tranquillement de m'appliquer sans qu'il ressente mon stress. Et alors moi, la chance en plus que j'ai eue, c'est que comme c'était à l'intérieur de la bouche, il fallait que j'ai une collègue à moi qui m'aide en fait pour pouvoir me tenir la lèvre, pour me retourner la lèvre pour que je puisse faire mes points. Du coup, elle était avec moi en permanence, du coup on était deux, et donc j'ai pu lui exprimer, elle a pu vérifier ce que je faisais parce qu'elle en avait déjà fait, et donc elle a pu m'aider à bien les faire. Comme le patient dormait, j'ai pas été inquiété de lui transmettre le stress que j'avais sur ce moment-là. Les points se sont hyper bien passés et au final, c'est un geste que j'ai toujours adoré faire parce que justement, ces premiers sont passés dans un super cadre et du coup, j'ai bien aimé les faire à chaque fois par la suite, quoi. Alors, quand on est un jeune étudiant aux urgences, motivé, volontaire, impliqué, et qu'on découvre un état d'esprit que vous évoquez d'ailleurs dans votre livre, un petit peu lourd aux urgences, c'est-à-dire un corps médical qui est finalement un peu à bout de souffle, qui a un état d'esprit même négatif envers les patients. Comment on gère ce contraste d'état d'esprit? C'est-à-dire que vous êtes confronté aux urgences avec un corps médical qui a un puits de science, mais qui est devenu finalement blasé, qui a perdu sa flamme, et pour reprendre vos mots, qui transpire la morosité. Quand on est un jeune étudiant qu'on se bat pour honorer finalement sa vocation, comment on gère ce contraste d'état d'esprit? Alors, déjà, c'est important que je précise que ça ne concerne pas, bien entendu, l'ensemble de tous les personnels des urgences, bien entendu. Là, je relate vraiment mon expérience personnelle. Et quand j'ai eu ces mots un petit peu durs dans le livre, je parlais d'une partie du personnel, mais du coup qu'on ne peut pas éviter et qui du coup prennent le pas. Et c'est vrai que la situation dans les services d'urgence et dans l'hôpital en général, elle est de plus en plus dure au cours de ces dernières décennies. On en entend de plus en plus parler au niveau de la presse, au niveau du grand public. Et c'est pas des revendications d'enfants gâtés. Il y a vraiment des conditions de travail qui sont de moins en moins évidentes dans les services d'urgence par des raisons budgétaires, par des raisons de manque de personnel, etc., etc. Et donc, il y a des services dans lesquels les personnes qui sont aux urgences depuis très longtemps, qui ont eu l'habitude de travailler dans des conditions différentes, beaucoup plus stimulantes, beaucoup plus confortables, en fait, déplorent. Et même parfois, moi j'ai eu du coup pendant ma formation des médecins en fin de carrière qui étaient effectivement, qui en avaient marre tout simplement, comme ça peut arriver, qui étaient parfois à la limite du burn-out dans leur métier. Et du coup, ça peut se traduire par ça a pu, dans mon parcours, se traduire par de l'agressivité dirigée envers, malheureusement, le patient, qui finalement paye les pots cassés alors qu'il n'est pour rien dans la situation. Mais voilà, avec des mots parfois durs que j'ai pu entendre au coin d'une table ou dans un service en disant il nous embête ces patients à venir nous voir, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas rester chez eux, il vient encore pour une otite alors que ce n'est pas du tout le terrain. Enfin bon, voilà, tout un ensemble de choses qui font que quand on est jeune étudiant, on se pose la question, mais finalement, est-ce que moi, je ne vais pas devenir comme ça? Moi, je n'ai pas envie de devenir comme ça. Pour l'instant, je suis jeune, je suis motivé. Je peux comprendre, et je le plains, mais qu'il y ait des personnes qui soient effectivement, qui est la goutte qui est débordée, etc. Mais du coup, je n'avais pas envie de me faire contaminer par cet état d'esprit. Et ce n'est pas évident parce que du coup, ça pose beaucoup de questions. On n'a pas encore commencé notre activité. On voit des gens qui sont déjà en épuisement de la leur. Et ça pose des questions. Alors moi, je me suis toujours rassuré et je me suis toujours aidé à avancer en me disant que de toute façon, les urgences ne seraient pas mon lieu de travail ultérieur parce que ce n'était pas du tout mon objectif ni mon envie d'être urgentiste. Moi, je voulais vraiment être médecin généraliste. Et en fin de compte, c'est vrai que ces ambiances un peu négatives que j'ai pu croiser dans mes différents stages d'urgence, pas dans tous, mais dans certains, ont participé à confirmer qu'effectivement, je ne voulais pas travailler aux urgences parce que j'avais peur en fait, d'être dans cet environnement-là, quoi, tout simplement.
Voilà, donc ça n'a jamais finalement contrarié votre engagement et ça a même dessiné votre trajectoire libérale. Ça m'a conforté en tout cas, parce que bien entendu, quand on est étudiant en médecine en France, on a, donc moi j'ai fait 9 ans d'études, sur mes 9 ans d'études, j'ai eu 6 mois de stage seulement en cabinet de médecine générale, donc seulement 6 mois sur 9 ans en libéral, qui sera mon métier jusqu'au bout de ma vie, enfin a priori. Donc c'est stressant parce qu'on se dit qu'on ne connaît pas finalement le mode d'exercice qu'on va pratiquer. Alors, ces derniers temps, on essaye de plus en plus de nous faire découvrir ce métier-là, mais bon, bref. Et du coup, c'est vrai que de voir ces ambiances à l'hôpital, finalement, ça m'a conforté dans mon idée que je ne voulais pas travailler à l'hôpital et que je voulais travailler à mon compte et à ma façon. Alors, quand on est interne, comme vous disiez, c'est la joie parce qu'on est sur le terrain, c'est le début des responsabilités, enfin, c'est le début des responsabilités, mais aussi des plaintes de la part des patients aussi. Alors, racontez-nous cette expérience qui a été pour vous déstabilisante, où vous vous êtes confronté en tant que médecin, finalement, en tant qu'étudiant, en tout cas, à cristalliser la colère des patients ou en tout cas de la famille des patients. Oui, c'était une prise en charge qui n'était pas évidente. J'étais dans ma première année d'internat, donc c'est vraiment donc l'interne, c'est un peu l'étudiant en médecine qui travaille, qui est médecin, qui n'est pas docteur, qui n'est pas encore diplômé, mais qui est médecin, qui travaille, qui pratique et qui est chapeauté par son chef, qui le laisse faire et qui assume la responsabilité de ce que fait l'interne. Donc il faut qu'il y ait un travail qui soit de bonne relation entre le chef et l'interne pour que tout se passe bien. Là, j'avais dans un de mes premiers stages une très bonne relation avec mon chef et on a été amené à prendre en charge un patient qui était une personne âgée qui souffrait d'une pathologie cancéreuse, qui avait un cancer du poumon et qui était proche, en passe d'être en fin de vie à cause de sa maladie qui est en train de prendre le pas. Une famille très présente, que j'ai sentie tout de suite très présente et très en demande d'informations. Et donc, dans ma tête de jeune interne, j'ai eu beaucoup de compassion pour cette famille et je me suis dit, je vais prendre plus de temps avec eux pour aller leur parler, pour aller leur expliquer ce qui se passe, pour aller leur expliquer les faits, etc. Et pour tous les jours leur rendre compte des différentes situations et de ce qui se passe et de ce qu'on fait. Donc, c'est ce que j'ai essayé, je me suis astreint à faire. J'allais les voir tous les jours, ils avaient des demandes très précises, des demandes, voilà. Et en fait, il y a parfois des questions sur lesquelles, en tant que jeune interne, je ne maîtrisais pas complètement le dossier de bout en bout. Je ramenais des décisions qui n'étaient pas les miennes, finalement, des prises en charge qui n'étaient pas les miennes, puisque c'était celle de mon chef qui chapeautait tout ça, qui se sont avérées être correctes, mais que j'ai probablement mal retranscrites, ou en tout cas pas comme j'aurais dû le faire. Enfin, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Toujours est-il qu'au milieu de la prise en charge de ce patient tombe ma semaine de vacances, donc je pars en vacances, parce que c'était prévu comme ça, je laissais le service aux mains de mon chef et j'étais rassuré, je partais en vacances, etc. En revenant, je reçois un coup de téléphone, mais le jour de mon retour de vacances, justement de la fille de ce patient, qui m'appelle au téléphone et qui me crie dessus, m'engueule et ne me laisse pas en placer une, en me disant que donc son papa avait été transféré par le service du coup pendant mes vacances et qu'il était malheureusement décédé dans un autre hôpital. Autre hôpital dans lequel il n'y a pas eu une très très grande communication de la part des équipes qui ont globalement dit qu'on avait fait des bêtises avec ce patient, ce qui s'est finalement avéré faux. Le patient était décédé des suites de sa maladie. Mais en fait, j'ai cristallisé finalement la peine, le deuil et la colère de cette famille qui ont tout retourné contre moi parce que finalement, j'étais un peu le messager, j'étais un peu le seul à aller leur parler dans le service. Et donc, en plus, avec ma tête d'interne, donc logiquement, médecin du service, etc. Donc, j'ai logiquement cristallisé toute leur colère. Et donc, ils ont déposé une plainte auprès du Conseil de l'Ordre et auprès du directeur de l'hôpital à mon encontre personnel. Donc, voilà, jeune interne, premier stage d'internat. Ça doit être déstabilisant pour l'étudiant que vous étiez et le médecin en devenir. Ah oui, tout à fait. Le premier truc qu'on se dit, c'est qu'est-ce que j'ai fait déjà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça me tombe dessus, etc., etc. Donc je me suis tout de suite retourné vers les équipes, vers les infirmières du service qui sont géniales en règle générale, les infirmières. Bon là en l'occurrence, elle était vraiment géniale, l'infirmière qui m'a épaulé là-dedans. On a repris toutes les choses avec mon chef de l'époque et finalement la prise en charge était correcte, il n'y avait pas eu de faute médicale. Voilà, donc ce qu'on a expliqué à la famille. Mais c'est vrai que ça reste un épisode qui est assez traumatisant. J'ai été heureusement bien entouré à ce moment-là, mais c'est vrai qu'en tant que jeune interne, c'est pas évident à vivre, quoi.
Et qui nous rappelle que la vie est une grande aventure, encore davantage quand on est au cœur de l'hôpital et que la vie a parfois plus d'imagination que nous. Alors, les stages se poursuivent et il y a un stage que vous attendiez évidemment, c'est celui chez le médecin généraliste. Alors là, c'est vraiment la belle rencontre qui va confirmer finalement votre trajectoire puisque vous commencez un stage qui va durer 6 mois chez Michel, médecin, un homme d'expérience animé depuis 30 ans par cette passion. Alors là, c'est vraiment la première fois où vous vous retrouvez un jour seul face à un patient. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, ce n'était pas dès le premier jour, bien entendu. Mais d'abord, cette rencontre, elle a été extraordinaire pour moi. Parce que justement, je venais d'accumuler un peu tous ces stages qui étaient ternis un peu de frustration, de ras-le-bol, etc., etc. Et là, je me retrouve du jour au lendemain dans un cabinet de médecine générale avec un médecin de 62 ans, qui était médecin depuis plus de 30 ans, qui avait toutes les raisons justement d'en avoir marre et d'attendre la retraite. Et en fait, j'ai eu l'impression que cet homme était animé par sa passion vive, comme si elle venait de naître, comme s'il venait de... Et en fait, il avait un amour pour son métier, il dévouait toute sa vie à son métier, il dévouait toute sa vie à ses patients. Il avait plein de défauts, mais en fait, on l'adorait pour toutes ces autres qualités qui accompagnaient ses défauts et pour tout ce qu'il était finalement. Et en fait, cet homme m'a instantanément, mais très rapidement, il m'a dit, et de façon inconsciente, il m'a dit en gros, Flo, t'es tranquille, tu es en train de faire le meilleur métier du monde, tu es en train de faire le plus beau métier du monde, tu es en train de réaliser ta vocation et ton rêve. Et en fait, ce métier est beau, il continuera à l'être toute ta vie et tu pourras faire en sorte qu'il soit beau toute ta vie. Et ça a été une grande bouffée d'oxygène de travailler avec lui. Grâce à ça, quoi, tout simplement, parce qu'il m'a transmis sa flamme qui était toujours intacte après 30 ans d'exercice. C'est quand même, je trouve ça magnifique. Magnifique quand on est en effet sur la voie de sa réalisation. Vous vous souvenez de cette première fois où vous êtes retrouvé seul face à un patient sans filet de sécurité? C'est finalement votre premier remplacement. Tout à fait, puisque pendant l'internat, on a le droit de faire des remplacements quand on a validé un certain nombre de stages. Donc, j'ai pris ce droit. Et du coup, je me suis retrouvé pour la première fois à faire une garde en permanence médicale, c'est-à-dire en fait travailler le week-end pendant que les cabinets de l'entourage étaient fermés. Et du coup, ben voilà, les premières expériences où finalement je savais ce que je faisais, puisque c'est des choses que je faisais depuis longtemps avec mon maître de stage. La différence, c'est que là, ben Michel n'était plus là, j'étais tout seul. Donc les décisions, j'allais les prendre et les assumer quoi qu'il arrive. Et je devais me débrouiller quoi qu'il arrive. Et c'est quelque chose de... Alors, ça paraît pas quand on est patient, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire. C'est cette expérience-là qui m'a donné envie de me raconter, pour expliquer aux gens ce qui se passe dans la tête du médecin qui est en face, qui se donne une contenance. J'avais 23 ans ou 24 ans, je crois, à l'époque. Donc, on essaye de se donner une contenance, on essaye de se faire grand. Et en fin de compte, on sait dans notre tête qu'on est tout petit. Et sur une consultation banale de base, c'était une angine. Donc, le truc le plus courant de la médecine générale. Mais je l'ai vécu comme si je venais de sauver le monde, en fait. Puis vous veniez aussi de toucher du doigt finalement votre rêve, celui de vous retrouver un jour à diagnostiquer une maladie, à accompagner un patient dans sa guérison. Alors au-delà évidemment de ce stage, il y a un jour qui, je crois, restera ancré dans votre mémoire, c'est le jour où vous faites votre soutenance de thèse en présence de vos proches pour obtenir le Graal, finalement, le titre de docteur en médecine après tant d'investissements, après autant de temps. Vous vous souvenez de ce moment qui vous a extirpé les larmes au moment où vous prononcez finalement ce serment d'Hippocrate? Oui, de toute façon, on ne peut pas l'oublier, je pense, le jour de sa soutenance de thèse. On a une tenue de rigueur, donc à Marseille, on a une grande robe noire, donc déjà, c'est très formel. On a un public qui est toléré à assister, c'est vraiment comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que les soutenances de thèse se font entre les médecins, donc entre les médecins-chefs et le thésard, et le public est toléré, donc il est là, mais il n'est pas invité, il est toléré. Mais du coup, dans ce public, il y a tous nos proches, il y avait mes parents, il y avait ma compagne, voilà, toute ma famille, tous mes amis, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. La soutenance se passe très bien et arrive ce fameux moment en fait où on lève une main et où on prononce le serment d'Hippocrate. Et en fait, ce serment d'Hippocrate, il représente l'appartenance en fait à ce corps médical, à ce métier en fait. Il couronne tout ça. Et moi qui avais fait une thèse j'ai fait une thèse sur un sujet qui touche à la fin de vie.
Et j'ai prononcé ces mots qui sont les mots qui font partie du serment d'Hippocrate que tout le monde prononce. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Et c'est vrai que c'est ce passage particulier qui m'a fait parcourir une immense vague de frissons et qui m'a fait couler les larmes parce que tout simplement, c'était l'aboutissement du rêve et c'était vraiment tout ce que je voulais faire, quoi. Je ferai tout pour soulager les souffrances. J'avais dédié ma vie à faire en sorte de pouvoir un jour soulager des souffrances. Donc, c'est une émotion immense. Voilà, puis c'est un passage qui résume finalement les belles raisons pour lesquelles vous êtes engagé dans cette voie. Alors, après les stages, viennent évidemment les premiers boulots, les remplacements, où il faut s'adapter à des lieux différents, à une patientèle différente. Ça m'a fait penser, en lisant votre livre, vous savez, c'est le chanteur qui fait la première partie du Grand Star. C'est pas celui qu'on attend, mais c'est un moyen de pratiquer et d'expérimenter. Alors, quelles leçons, quels apprentissages vous tirez, vous savez, de cette pratique un peu mobile, flexible, transitoire? Ça doit être facile de ne pas être celui que le patient n'attend pas quand il arrive dans le cabinet. Oui, tout à fait. Alors, c'est exactement ça. L'image est très belle du chanteur qui fait la première partie. Je ne l'avais jamais vu sous cet angle-là. La différence, c'est que moi, une fois que je quittais le cabinet, en fait, le chanteur principal ne revenait pas. J'étais vraiment tout seul pendant mes remplacements, parce que le titulaire ne revenait pas. Enfin, il revenait au bout d'un moment, mais pas sur le jour de la consultation. En fait, c'est vrai qu'il y a ce côté négatif où finalement, on doit tout le temps s'adapter. On doit s'adapter à un nouveau lieu, on doit s'adapter à une façon de faire. Il n'y a pas une seule façon de pratiquer la médecine, il y a 1000 façons de pratiquer la médecine. Mais ça a cet énorme avantage, c'est que ça m'a permis de voir ce que faisaient mes collègues. C'est-à-dire que, comme je l'ai déjà dit là tout à l'heure, j'ai eu que 6 mois de stage en cabinet de médecine générale, donc on n'a pas le temps en 6 mois de se faire une idée de ce que va être toute une vie de travail. Et là, du coup, en faisant des remplacements à droite à gauche, ça m'a permis de voir un peu comment pratiquaient mes confrères. Est-ce qu'ils avaient un secrétariat sur place, un secrétariat dématérialisé, quel logiciel ils utilisaient, comment ils renseignaient les gens, comment ils pratiquaient leur agenda, etc., etc. Ça m'a permis aussi de découvrir la façon dont moi, j'allais avoir envie de travailler plus tard. Et puis, ça reste, même si effectivement, on n'est que le remplaçant. Moi, j'ai eu la chance de faire des remplacements réguliers, c'est-à-dire de revenir régulièrement dans certains endroits. Et on rencontre des personnes et on croise des parcours de vie assez extraordinaires pendant ces remplacements. Donc, c'est quand même quelque chose qui est hyper enrichissant au quotidien. Ah oui, c'est vrai que d'ailleurs, vous les évoquez dans vos livres, beaucoup d'anecdotes drôles, insolites, je le disais, qui rappellent que vraiment, la vie a plus d'imagination que nous, parce qu'à la fois, vous recevez les patients en cabinet, mais vous allez aussi jusqu'à leur domicile, c'est-à-dire dans l'enceinte de leur intimité. Il y a une anecdote qui vous vient comme ça, spontanément à l'esprit, qui révèle que finalement, quand vous commencez une journée, tout peut arriver. Oui, absolument. Alors, une anecdote. C'est pas évident parce que finalement, quand on fait du domicile, on rentre chez les gens. Donc déjà, on sort de sa zone de confort parce qu'on n'est pas dans son confort du cabinet. Et on est accueilli par des personnes qui ne sont pas dans une situation où ils sont habituellement quand ils accueillent des gens. Moi, quand j'accueille quelqu'un chez moi, je mets ma maison en ordre, je mets mon esprit en ordre, je fais en sorte d'être dédié à mon invité. Alors que là, on nous invite dans des moments qui sont des moments de vulnérabilité et de souffrance pour qu'on vienne y apporter une solution finalement. Alors des histoires, il y en a plein, des histoires qui sont tristes, des histoires qui sont marrantes, etc., etc. J'en ai une qui m'a particulièrement touché, c'est l'histoire d'un couple qui a eu en fait un revirement de vie, une trajectoire à 180 degrés de vie, puisque la première fois que je les vois, c'était au cabinet. Et c'était en fait ils étaient en train de faire des démarches pour adopter un enfant. Ils ont eu une déconvenue à cause de ces démarches d'adoption, qui finalement, ça leur a été refusé au dernier moment. Et donc, ils sont venus me voir dans la plainte en fait, psychologiquement, c'est un peu compliqué, on vient de prendre un gros coup derrière la tête, on n'arrive pas à s'en remettre parce que ça vient tout juste d'arriver, on voudrait avoir un soutien et on voudrait avoir un petit coup de main par rapport au travail, par rapport à tout ça. Et en fin de compte, au cours de cette consultation, comme souvent, on découvre des choses qui n'étaient pas les choses qui étaient demandées à la base. Et moi, j'ai eu découvert chez cette patiente, chez l'épouse, en fait, un état général qui ne m'inspirait pas, qui m'a un petit peu alerté, qui m'a un petit peu inquiété. J'ai creusé un petit peu et en fait, il s'avère que j'ai eu raison, dans le sens où cette patiente, quelques jours après, était sur mes conseils adressés aux urgences.
dans lesquels, en fait, on lui a fait des examens qui ont révélé qu'elle avait une maladie qui était très grave et qui allait en fait entraîner tout simplement un bouleversement complet de leur vie à tous les deux, parce que finalement, en quelques jours, ils sont passés de projet d'adoption d'un enfant à vivre au quotidien avec une maladie grave, chronique et potentiellement mortelle. Et donc, c'est vraiment quelque chose dans lequel j'ai pu participer à les accompagner en tant que remplaçant régulier sur cet endroit-là. Et c'est vraiment des trajectoires qui nous marquent à vie. C'est une trajectoire que j'oublierai jamais, je pense. Que je pourrai jamais oublier, quoi. Sur l'annonce de la maladie aussi, hein, on pourrait y revenir évidemment, le temps passe. On va quand même évoquer votre installation, parce qu'après des années d'efforts, de sacrifices, de doutes, il y a un geste qui est très symbolique pour un jeune médecin, c'est de visser sa plaque sur le mur de la porte d'entrée ou de l'immeuble en tout cas, parce que là c'est votre rêve de gosse finalement qui se réalise. Qu'est-ce qu'il représente ce moment pour vous, cet accomplissement? Qu'est-ce que ça représente? C'est quelque chose qui est hautement symbolique. Quand on dit qu'un médecin généraliste s'installe, on ne dit pas qu'un médecin s'installe, on dit qu'il vise sa plaque. C'est vraiment dans le langage courant, en tout cas de notre côté. Je ne sais pas si les gens le ressentent aussi, mais en tout cas de notre côté, c'est vraiment, il a posé sa plaque. Quand ça m'est arrivé, j'ai récupéré un local qui était complètement désaffecté, j'ai fait des travaux, j'ai demandé à l'entrepreneur de ne pas visser la plaque sur le mur parce que je voulais absolument le faire moi. C'était vraiment mon truc. Et c'est la dernière chose que j'ai fait le dernier jour de la veille avant l'ouverture. C'est-à-dire que c'était vraiment, les travaux sont finis, je visse ma plaque, je vais me coucher, demain, je suis médecin généraliste installé et c'est le début d'une nouvelle vie. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment le début d'une nouvelle vie. C'est quelque chose de… Voilà, c'est le symbole, c'est un des symboles absolus. Alors, on est plein de symboles en médecine, c'est vrai que je me rends compte maintenant, mais celui-là, pour un médecin généraliste de ville, c'est un symbole extraordinaire. Alors, Dr Flo, puisqu'on a cheminé au fil de votre parcours, ce que je vous propose désormais, c'est qu'on laisse la place à l'interactivité avec Laure qui se fait le relais de vos commentaires, de vos questions. Eh bien, c'est désormais, allez, on est parti pour une dizaine de minutes avec vous, Dr Flo, et avec une première. Allez, on retrouve Laure dans la dernière ligne droite de cet après-midi. Bonjour Charlotte et bonjour Dr Flo. Bonjour Laure. Alors, une première question sur l'examen et la première année qui a fait réagir. Chloé demandait, est-ce que vous pensez qu'un oral lors du concours d'entrée serait facilitant dans la sélection? Alors, moi, je ne pense pas, dans le sens où un oral est quelque chose qui est très subjectif. C'est-à-dire qu'un oral se passe plus ou moins bien en fonction de la personne qu'on a en face, et c'est normal. Dans un oral, il y a toujours une part de séduction, il y a toujours une part d'eux. Et je pense qu'on peut présenter un oral similaire à 2 ou 3 examinateurs différents et ne pas avoir la même note. Et ça pose la question de l'objectivité. L'avantage, entre guillemets, et un des seuls avantages de ce concours qui est corrigé par des machines, parce qu'il faut le savoir, moi à mon époque, c'était des machines qui corrigeaient les concours. Je crois qu'aujourd'hui, c'est même fait sur tablette, donc c'est des corrections automatiques. C'est qu'au moins tout le monde part sur le même pied d'égalité. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir réussi parce qu'il connaissait la personne qui est en face ou parce que, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est une chose qui est indispensable, c'est qu'on est à la fac en médecine et la faculté et l'université française a, je pense, vocation d'accueillir tout le monde, quelle que soit son origine, son milieu, etc. Et je pense qu'un oral biaiserait un petit peu l'accessibilité par le fait que c'est très variable en fonction de qui fait passer l'oral, tout simplement. Sans aucune critique ni quoi que ce soit. Mais c'est juste une évidence, quoi. Il n'y a pas de subjectivité, comme ça on reste sur l'objectivité. Exactement. Question suivante. Sur les cours qui sont dispensés à la faculté, notamment, est-ce qu'il y a des cours spécifiques pour apprendre à parler aux patients, aux familles des patients? Et plus globalement, c'est vrai que typiquement, le métier de médecin généraliste, on est vraiment dans l'accompagnement des gens. Du coup, est-ce qu'il y a une formation sur ce côté un peu plus social? Alors, il y en a très peu, mais il y en a. Moi, j'ai eu des modules de communication, des modules avec des mises en situation, des choses comme ça. Très souvent, c'est malheureusement des modules qui ne sont pas très, très représentatifs au niveau de l'examen écrit, etc., etc. Donc, ce n'est pas des modules qui sont majoritaires.
C'est un apprentissage qui se fait en France beaucoup sur le terrain. C'est vrai qu'on le fait beaucoup au contact des médecins, au contact moi, je l'ai fait au contact de mon maître de stage, au contact des différents médecins que j'ai rencontrés dans les services hospitaliers. Donc, du coup, il est très variable d'un étudiant à l'autre. Moi, je compare souvent ça aux instituteurs et aux professeurs qui ont leur savoir théorique et qui ont leur pédagogie. Et en fait, je trouve que on peut transmettre un savoir théorique de façon répétée à plein de gens différents, mais une pédagogie, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui dépend aussi de son caractère, de sa façon d'être. Et je trouve que c'est pareil en médecine. La façon de s'exprimer, la façon de parler, l'empathie, etc. Tout ça, ce sont des valeurs qui nous sont propres, qu'on peut travailler. On peut nous donner des clés, mais au final, après, ça se résume à de l'humain, tout simplement. Donc, c'est aussi la personnalité du médecin qui influe largement sa façon de communiquer, sa façon de… Même s'il y a des modules qui existent sur lesquels on peut apprendre des choses, mais voilà, je pense avoir répondu à la question. Oui, tout à fait. On a Cédrina aussi qui demande si le fait d'avoir été considérée comme précoce n'a pas été finalement difficile dans cette première année, notamment. Précoce, alors elle fait référence au fait que j'ai sauté une classe, par exemple? Oui, ouais. C'est ça? Alors, moi, la difficulté que j'ai rencontrée, mais je parle que de moi, ma difficulté, ça a été que pendant mes études scolaires, j'ai toujours eu ce qu'on appelle des facilités, parce que moi, on m'a tout le temps dit dans ma scolarité au collège, au lycée, que j'avais des facilités, c'est-à-dire que j'arrivais à avoir des résultats bons, très bons, ou parfois juste corrects ou très bien, en travaillant peu. Donc, du coup, je me suis beaucoup reposé là-dessus. Sauf qu'arrivé en première année de médecine, il faut savoir que avoir des facilités, ça ne suffit pas du tout. Travailler, ça ne suffit pas toujours, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent énormément et qui n'y arrivent pas. Avoir des facilités et travailler, ça peut aider, mais c'est parfois pas suffisant. Et moi, il m'a fallu découvrir le travail, parce que finalement, j'avais jamais travaillé comme ça. On ne travaille jamais comme on travaille en première année de médecine, enfin, je ne pense pas. Et en tout cas, moi, le gap était tellement loin du fait justement de ces facilités que j'ai eues pendant mes études que ça a été vraiment une grande rupture et c'est ça qui a été très difficile pour moi. Pas le fait d'avoir des facilités, mais le fait de ne pas savoir travailler tout simplement suffisamment et correctement en fait. Allez, une dernière question, Laure? Une question de Chloé. Arrivez-vous à faire la différence entre sympathie et empathie en début de carrière? Ah oui, oui, d'accord, je vois ce qu'elle veut dire. Je ne sais pas si même en fin de carrière, j'arriverai à faire la différence entre sympathie et empathie, finalement. C'est compliqué comme question, parce que ça pose la question d'une notion qu'on appelle le transfert et le contre-transfert en médecine, qui est l'implication émotionnelle que le praticien met dans la relation qu'il a avec son patient. La difficulté, elle est qu'en tant que médecin généraliste, trop d'implication émotionnelle pourrait me nuire et par là même du coup nuire à mon patient. Trop peu me protégerait énormément, mais pourrait également nuire à mon patient par un manque d'implication, par une implication différente. Et il faut trouver le juste milieu. Et je pense que c'est très difficile de savoir si on est au juste milieu. Je pense que même quand on est au juste milieu depuis très longtemps, on peut basculer du jour au lendemain sur un patient chez lequel on développe une empathie exacerbée pour des raisons X ou Y alors qu'on ne l'aurait pas développé chez un autre. Je pense que c'est un apprentissage quotidien. Alors au début de carrière, c'est sûr que non, c'est difficile de faire la différence. Je ne sais même pas si en fin de carrière, on est capable et on n'est pas à risque de tomber dans un des deux pièges, soit de plus avoir aucune empathie finalement et de faire le travail en automatique, soit sur une personne d'avoir un trop d'empathie, de trop s'impliquer et d'en souffrir. Voilà. C'est un métier humain, de toute façon, comme tout métier humain, c'est difficile de trouver la limite. Merci Laure, merci infiniment d'avoir porté avec autant de bienveillance. Voilà les réflexions partagées avec ceux qui nous ont suivis tout au long de cet après-midi avec beaucoup de bienveillance et d'avoir essayé de transmettre au mieux leurs réflexions. Merci beaucoup Laure, très bon week-end. Voilà, et c'est donc la fin de ce webinaire. Merci Dr Flo pour cet échange vraiment très enthousiasmant. Je rappelle le titre de votre livre qui est à sortir en septembre prochain, Dr Flo, Docteur 2.0, récit d'un jeune médecin généraliste du 21e siècle. Tiens, puisqu'on aborde de nouveau le titre de votre livre, de créer ce compte @docteur-flo, au-delà de flatter son ego, d'accéder à une certaine notoriété, quelle incidence ça a eu dans la
la pratique de votre profession? Alors, ça a eu une incidence importante, très très grande. Déjà à la base, je l'avais pas du tout créé pour flatter mon ego. C'est bien de le dire parce que c'est vrai que moi je connaissais pas du tout ce monde des réseaux sociaux. Je ne savais même pas. Voilà. Je savais pas qu'il y avait des stars des réseaux sociaux. Je savais pas du tout. Donc je l'ai découvert par la suite. Donc ça c'est une chose avec laquelle on doit composer. Non, mais par contre ça m'a énormément amené dans l'échange avec les gens parce que l'avantage de ce réseau qui est Instagram, c'est qu'on a un échange direct avec son public. Alors on peut ne pas le faire, mais moi j'essaye au maximum d'échanger et de lire les retours que j'ai quand je fais des publications, des posts, etc. Déjà, quand on est jeune médecin, qu'on n'a pas une confiance en soi qui est infinie, le fait de partager ses expériences et d'avoir des retours positifs sur les réseaux, ça nous encourage dans notre voie. On se dit finalement, je fais peut-être pas si mal que ça. Il y a des gens qui sont assez en accord avec ma vision des choses, donc ça déjà, ça aide. Et puis, ça nourrit énormément mon expérience quotidienne. Déjà parce que je fais beaucoup de recherches pour le compte Instagram. Pour vulgariser la médecine, il faut bien, et pour vulgariser n'importe quoi d'autre d'ailleurs, et quand on veut vulgariser quelque chose, il faut bien le maîtriser, je pense. Donc du coup, ça m'aide à bien maîtriser tous mes sujets pour pouvoir en parler de la manière la plus simple possible. Et puis, c'est cet échange avec les gens. Parfois, j'ai des ressentis, une personne en face de moi qui a un ressenti qui me paraît étrange ou bizarre. Alors, toujours en gardant l'anonymat, toujours en respectant en respectant tout le monde, en respectant l'anonymat des gens, etc. J'échange sur des situations et parfois j'ai des points de vue qui me reviennent sur Instagram. Mais peut-être que la personne a réagi comme ça parce qu'elle avait ci, peut-être parce qu'elle avait ça. Ah oui, c'est vrai que vous avez fait ça, mais c'est vrai aussi que la personne a pu ressentir ça. Donc ça m'aide énormément à comprendre les gens. Et aussi, il y a une barrière qui se casse. Mine de rien, il y a une barrière avec son médecin. On n'ose pas toujours tout lui dire, on n'ose pas toujours lui dire quand on n'est pas content, on n'ose pas toujours lui dire quand les choses ne nous plaisent pas. Et là, sur Instagram, les gens osent, en toute bienveillance, me dire « Oui, mais peut-être que là, la personne, elle n'a pas été chiante, elle a juste peut-être été en souffrance. » Et du coup, ça aide beaucoup à prendre du recul sur soi et sur les gens. Et ça a été un très, très gros enrichissement dans la relation, justement. Pas dans le côté médical profond, mais dans la relation avec mes patients. Je pense que ça m'aide toujours. J'espère, en tout cas, que ça m'aide à être un peu meilleur dans mes relations. Merci, docteur Flo. On vous libère parce que vous êtes non seulement un jeune médecin, mais aussi un jeune papa. Donc, oui, votre paternel vous appelle, on vous libère et on vous souhaite évidemment un très beau week-end. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu, de m'avoir écouté et j'étais ravie d'être là. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cet après-midi d'échange ponctué par 4 belles rencontres, 4 heures, 4 auteurs qui sont allés finalement au bout de leur projet d'écriture pour partager dès septembre leur expérience. Merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de cet après-midi au tempo de ces différents webinaires. Et merci évidemment alors aux éditions Le Duc, Laure, Caroline, Valentine et aux éditions et aux équipes de Plisken Productions, Daniel et Mickaël, voilà, de m'avoir accompagné dans la préparation de cette conférence de presse édition 2020. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très beau week-end. Prenez soin de vous et à très bientôt.